Cette usine, pour vous donner un ordre de grandeur, est une usine qui transforme quasiment 15 000 hectares de culture de légumes. Sur les 130 000 que transforme le groupe Bonduelle chaque année, il y en a 15 000 qui sont faits ici. Ça représente 100 000 tonnes de conserves qui sont fabriquées chaque année ici. Si vous mesurez ça en boîte, la boîte de personnes, ça représente 200 millions de boîtes par an. Et 100 000 tonnes de légumes surgelés qui sont surgelés chaque année ici. Et donc on dépasse allègrement ici les 1000-1500 personnes au total, saisonniers compris, pendant la saison. Et vous avez derrière moi ici la réception des petits pois, le produit emblématique de Bonduelle historique, même si ce n'est plus le plus gros produit aujourd'hui. Ça reste dans l'esprit des Français le petit pois Bonduelle. En moins d'un siècle, Bonduelle est devenu un géant mondial de l'agroalimentaire, le premier sur le marché du légume transformé. Mais l'histoire industrielle de la famille est née au cœur du XIXe siècle, à Renescure, avec l'achat d'une vieille ferme, vestige d'une ancienne abbaye à la Westine, le désert en néerlandais. Les deux familles alliées, Le Saffre et Bonduelle, vont ajouter aux produits de la ferme, élevage et agriculture, une distillerie et une malterie. Entreprise prospère, elle est frappée par un destin tragique en 1888. Les deux dirigeants meurent à quelques heures d'intervalle. Louis Le Saffre est victime d'un accident vasculaire cérébral en apprenant la mort de son beau-frère Louis Bonduelle, atteint d'un cancer. Les deux veuves tiennent le cap avec leurs enfants, mais les deux familles séparent leurs intérêts au début du XXe siècle. À Renescure, André Bonduelle exploite avec ses deux fils Pierre et Benoît la ferme malterie-distillerie. Le destin et le génie d'entreprendre se croisent en 1925 pour les enfants de la 4e génération. Témoignage direct de Bruno, l'un des fils de Pierre. Mon père a eu l'idée, poussé par son beau-père, qui voyait son gendre un peu misérable à la campagne, il ne va jamais s'en sortir. Et donc il a incité à rencontrer un ami belge qui fabriquait des conserves de petits pois, à Zvevezem, à côté de Roulers. Et il ne faut jamais faire montrer ses usines à un voisin. C'est dangereux. Parce que mon père a pris note des machines. Il s'est retourné, il a vu les machines, il a pris le nom. Le lendemain, il commandait les machines au fabricant à belge, je pense. Et puis il a semé 20 hectares dans son champ. Et voilà. Alors, son frère est arrivé à ce moment-là, et puis ils ont décidé, tous les deux, on fonce. Il fallait gonfler, effectivement, à cette époque-là. Gonfler parce que c'est l'aventure, quand même. Alors, ils ont commencé à 5 ouvriers, c'était les ouvriers de la ferme. Et puis, voilà. Ils sont partis à 5, maintenant, ils sont 10 000. Pas mal, hein. Les premiers 16 hectares de petits pois en 1926 produiront en 3 semaines 90 000 boîtes. 90 000 boîtes, c'est 70 ans plus tard la moyenne horaire. Bien endommagées par la Seconde Guerre mondiale, les usines redémarrent rapidement. En 1954, l'arrivée de Mendes France à la présidence du Conseil et surtout sa décision de fermer les distilleries d'alcool de betterave dopent la modernisation des installations. Les indemnités qui avoisinent les 2 ans de chiffre d'affaires sont réinvesties dans la conserverie. La Westine est de moins en moins un désert, avec ses champs cultivés à perte de vue, sa conserverie et ses habitants. Selon l'habitude des grandes familles industrielles du Nord, on habite sur le site de l'usine. Pierre et Benoît et leur famille sont au plus près de leurs machines, de leur personnel et de leur fabrication. Qui de la 4e génération reviendrait à Renescure ne serait pas totalement dépaysé. Découverte des lieux avec Jean Bernard, un petit-fils de Pierre Bonduelle. Bonjour, Jean-Bernard Bonduelle. Je suis content de vous accueillir à Renescure, à la Westine, berceau de l'entreprise familiale. Donc je suis moi-même un représentant de la 6e génération et nous voilà au centre du cœur historique du groupe. Les Bonduelle sont arrivés ici après s'être séparés de leur cousin Le Saffre en 1900. Ils ont pris possession de cette ferme et de ce qui était à l'époque une malterie et ce qui est devenu rapidement une distillerie et puis ensuite une conserverie en 1926.
Et ce qui était une cour de ferme a été légèrement aménagée pour faire face aux nombreux camions qui passent sur cette avenue tous les jours. Plus de 5000 camions empruntent chaque année les accès de Renescure pour charger conserves et surgelés, essentiellement à destination de l'Allemagne et de l'Italie. Ce jour-là, Jean-Bernard Bonduel est en visite dans l'usine emblématique qui vient de réussir le challenge zéro accident dans un délai record. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment vous avez obtenu ce zéro dans l'usine et puis quels sont les grands principes en matière de sécurité? La sécurité, c'est d'abord la sécurisation des machines, mais pas que. Puisque généralement 96% des accidents sont plutôt au comportement et 4% seulement pour les machines. Hélène Duifter est la seule femme du groupe Bonduel, directrice d'entreprise. Une particularité qui intrigue Jean-Bernard Bonduel à double titre. Mais j'aurais envie de vous poser une question. Oui, je vous écoute. Question un peu plus personnelle. Je suis père de 5 filles. Oui. On est en train d'imaginer ce que vont être les futurs dirigeants du groupe dans quelques années. Vous êtes la seule directrice de toutes les usines du groupe. Oui. Qui plus est, vous êtes la directrice de l'usine emblématique. Alors que faut-il faire quand on est femme et qu'on veut prendre des postes à responsabilité dans le groupe? La première chose, c'est s'investir. C'est la crédibilité, donc une bonne connaissance en fait des process, du terrain. Oui. Et puis surtout, et avant tout, le souci de l'homme. Donc bien connaître ses équipes, bien connaître ses points forts, et puis fédérer autour d'un projet commun, donc pour l'usine. Voilà. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous étant femme? Et quels conseils vous donneriez à toutes les filles ou femmes de la famille pour prendre des postes à responsabilité dans le groupe? Je ne pense pas que ce soit le fait d'être un homme ou une femme qui fasse une différence particulière. Maintenant, c'est l'investissement, la volonté d'y croire. Voilà. Et puis, encore une fois, le souci de l'homme. Nous sommes ici au milieu de la ferme qui est vraiment contiguë à l'usine. Une ferme qui a grossi au fil du temps et qui fait aujourd'hui 350 hectares. Et nous sommes sur les bords d'un champ de betteraves rouges. Non loin du champ de betteraves rouges, Jean-Bernard Bonduel a rendez-vous avec son chef de culture, Jean Tasio. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, alors on est au milieu de quoi là? Tous les essais qui ont été faits sur la ferme, quelque part, nous ont donné des vraies convictions en matière d'agriculture durable. Et c'est un message qu'on leur fait passer aujourd'hui aux 3500 producteurs de légumes. C'est pas très facile, mais on commence à avoir de vrais résultats. En l'espace de 5-6 ans, on a réduit de 40% l'implantation de produits phyto et de plus de 50% d'économie de fuel. Pour diminuer les produits phyto, on doit soigner les plantes au moment où la maladie arrive ou juste avant que la maladie arrive plutôt que de le faire en prévention. Donc c'est vraiment du curatif plutôt que du préventif. Oui, donc ici, on a implanté après la moisson un mélange de plantes pour couvrir le sol. Donc un mélange, il y a 6 espèces différentes. Le couvert va se développer. On peut espérer dans un couvert ainsi obtenir jusqu'à 6 voire 7 tonnes de matière sèche à l'hectare qui donc se réintégrera au sol au fur et à mesure des mois et qui le nourrira, qui le structurera, qui l'équilibrera en tous éléments. On mélange plusieurs espèces mais aussi par groupe. On voit là du pois donc, qui a la particularité de capter de l'azote de l'air et de le retransformer en azote organique ici sur ses racines. On voit bien les petites nodosités ici qui sont donc l'azote qui sera donc à la sénescence de la plante redistribué dans le sol et profiteront à la culture de vente qui suivra cette culture intermédiaire. Nous avons à l'échelle du groupe Bonduel 150 ingénieurs agronomes qui passent leur vie dans les champs, dans les fermes, etc. pour conseiller, pour contrôler, pour vérifier, pour implanter, pour semer, pour récolter également. Tout ce travail en amont de l'usine qui fait qu'on aura de la qualité, qu'on aura de la régularité d'approvisionnement. La compétitivité passe par là puisque nous avons un métier très saisonnier. Ces haricots verts qui sont là, on ne sait les faire pousser que 2 mois par an sur 12. On n'a pas encore trouvé le moyen, ici en Picardie évidemment, de les faire pousser au mois de janvier. On ne cultive pas du tout un haricot vert ou un petit pois ou une carotte comme un champ de blé. C'est extrêmement technique et il y a de l'agronomie au sens pur là derrière. Et donc
En 50 ans de temps, eh bien, c'est capitaliser une énorme quantité de savoir-faire et qui est évidemment tout à fait précieuse sur les deux registres, celui de la compétitivité et celui de la qualité. Ici, les insectes font le ménage ou les plantes donnent l'alerte pour traiter juste ce qu'il faut. Quant aux planteurs, ils s'engagent sur une charte d'approvisionnement rigoureuse fixée par Bonduelle. En fait, on a une forte pression de pucerons liée aux chaleurs. Et quand il y a des pucerons, il y a des coccinelles. Donc quand on voit des coccinelles, nous, ça nous alerte. Pour l'instant, oui. Il est en contrôle. J'ai vu qu'il y avait effectivement une coccinelle qui cherchait à manger tout à l'heure. Cherchait un puceron. On n'achète pas du légume comme ça. Il y a un contrat de culture qui se fait. Ici, à l'échelle de la Picardie, c'est presque 20 000 hectares qui sont cultivés, ce qui représente 1200 planteurs, c'est-à-dire à peu près la moitié des 2500 planteurs qui travaillent avec le groupe Bonduelle chaque année. Être ingénieur agronome est donc un atout important pour intégrer le groupe, qui plus est quand on appartient à la famille. Destination le Sud-Ouest, en pleine récolte du maïs doux. Gauthier Mullier, directeur des opérations du Sud-Ouest, appartient à la 7e génération. Il est le petit-fils de Jean-Marie Bonduelle et il a choisi la bonne voie. J'ai une formation d'ingénieur agronome. Après, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un groupe agro-industriel en Normandie, avant de rejoindre le groupe Bonduelle il y a 4 ans, dans le sud-ouest de la France. J'ai eu la chance depuis tout petit de passer beaucoup de temps dans les champs, sur des tracteurs, à jouer dans une usine. Et je pense qu'en effet, cette proximité avec le monde agricole, avec mon grand-père aussi qui s'occupait de l'usine Bonduelle à Renescure, dans le nord de la France, m'a donné l'envie et le goût de poursuivre dans cette voie. Ce maïs, c'est un maïs tardif, voilà, du maïs standard qui a plutôt une belle allure, une belle couleur et des grains voilà, qui vont être ensuite coupés sur nos lignes par nos équipes pour pouvoir produire du maïs doux en conserve et en surgelé. Je dirais en effet que le maïs doux est un peu le premier légume que j'ai appris à travailler dans mes débuts dans le groupe Bonduelle. Être un jeune Bonduelle, c'est en effet avoir confiance en l'avenir, c'est prioriser le long terme tout en favorisant l'épanouissement en effet des collaborateurs du groupe Bonduelle et sans oublier bien entendu la rentabilité de l'activité indispensable pour pouvoir se pérenniser dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça donne les résultats de ce matin? Donc on est en format demi, c'est ça? Il n'y a que 2 lignes qui tournent? Oui. D'accord. Au niveau des PNE, Au niveau des PNE, on a un petit peu bas par rapport à l'objectif. D'accord. Vous n'avez pas de soucis de marquage? J'avais su qu'en début de semaine, on avait des problématiques de marquage. Non, ça va? Là, tout va bien. Bon, bah parfait. Donc, tout se passe bien. Oui. Dans les valeurs qui m'ont le plus marqué, qui m'ont été transmises en effet par mes parents, il y a cette notion d'exemplarité, cette notion d'équité et de souci de l'homme qui sont pour moi 3 valeurs en effet qui me touchent beaucoup. Être parmi les meilleurs, un des critères pour espérer intégrer l'entreprise et se montrer digne de la développer. Mais l'entreprise s'est fixé une règle pour l'intégration des familiaux, ni trop, ni trop peu. C'est le premier axe de la stratégie d'organisation. Quant au deuxième... Le deuxième axe de notre politique, c'est d'avoir fixé des critères pour travailler chez Bonduelle en termes de background universitaire, Bac plus 5, en termes de langue parlée, il faut parler minimum anglais couramment, en termes surtout d'expérience externe. De ne pas, pour un familial, dès sa sortie de l'école, de se dire après de toute façon je vais rentrer chez Bonduelle. Non. Ça veut dire qu'il faut avoir 5, 6, 7 ans d'expérience réussie à l'extérieur et de ne pas venir frapper à la porte pour travailler dans l'entreprise avant minimum l'âge de 30 ans. Alors on ne devient pas dirigeant chez Bonduelle uniquement parce qu'on s'appelle Bonduelle. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que j'ai, en tant que président aujourd'hui du groupe Bonduelle, succédé à quelqu'un qui n'était pas un familial.
qui s'appelle Daniel Bracard et qui a assumé la fonction de président pendant une petite dizaine d'années. Et je lui ai succédé depuis maintenant presque 15 ans. Daniel Bracard a passé un quart de siècle dans l'entreprise avant d'intégrer le conseil de surveillance. Il a connu les grandes étapes de développement de Bonduelle et surtout l'avènement d'un produit phare qui a détrôné le célèbre petit pois carotte. Je suis arrivé au moment où on pensait se lancer dans d'autres produits que les petits pois et les haricots verts et les carottes de Nord Picardie, et le maïs doux. Et pour moi, le grand virage que Bonduelle a pris, c'est d'oser se lancer dans le maïs doux en conserve. Et j'ai eu la joie, le plaisir de concevoir, construire l'usine, faire tourner l'usine de maïs à un moment, en 1978, où en Europe, l'Europe de l'Ouest en particulier, on ne connaissait pas du tout le maïs. Et c'était un grand challenge auquel j'ai participé, et jusqu'à aujourd'hui, où Bonduelle est le leader mondial du maïs doux, avec ses établissements tant à l'est qu'à l'ouest du globe. Când vrei inspirație, ia cu tine Bonduelle, pregătește cu Bonduelle, joacă-te cu Bonduelle. Când vrei inspirație, fii creativ cu Bonduelle, zi de zi inspire. J'ai fait 10 ans de direction générale chargée de l'agro-industrie, sous la présidence d'André, sous la présidence de Bruno. Et effectivement, en 92-93, le sort est tombé sur moi. Je suis devenu président du directoire de Bonduelle, alors que je ne pensais pas normalement, dans une société familiale, avoir cette tâche, cette responsabilité suprême. Et c'est un grand moment pour moi, et ça a duré une dizaine d'années, jusqu'au moment où j'ai transmis le sceptre du commandement à Christophe, qu'il avait fait ses armes dans une de nos usines, puis à la direction de l'Espagne et la péninsule ibérique, en agro-industrie, en commerce, en marketing. Il avait beaucoup d'indépendance initiative, et il est revenu me rejoindre dans ce directoire qui a commencé à partir de 92. Et nous avons, au fil des années, partagé une certaine connivence, une certaine vision commune des affaires. Et pour l'entreprise, quand je me suis arrêté, naturellement, les regards se sont tournés vers Christophe, et ça s'est très bien passé. Le fameux petit pois carotte. Il n'y a quand même rien de meilleur que le petit pois qui a été récolté il y a 1 heure, qui est passé sur la ligne, qui arrive là. C'est extraordinaire. Le groupe a fait un formidable virage stratégique ces 10 dernières années, à l'impulsion de Christophe. Ce grand virage à la fois de pays, à la fois de technologie, avec le frais, le traiteur qui s'est développé et qui a une part importante maintenant dans le groupe. Le portefeuille stratégique du Bonduelle est tout à fait bien équilibré, et les risques sont répartis. Sur le plan humain, c'est quelqu'un qui incarne totalement les valeurs du groupe. Et je résumerai ça sur un profond respect des gens qui sont ses interlocuteurs, tant internes qu'externes. C'est une valeur humaine que moi j'ai beaucoup appréciée pendant une dizaine d'années. Le principal phénomène, c'est l'internationalisation du groupe. C'est le fait que le groupe a doublé de taille. Et ce doublement, c'est surtout un doublement à l'international. D'abord en l'est de l'Europe, commercialement et industriellement. Et puis à partir de 2007, l'aventure en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, et aujourd'hui l'Amérique représente près de 30% du groupe. C'était il y a 8 ans, 0. C'est une vraie expansion géographique à l'échelle de l'hémisphère nord. L'internationalisation du groupe, c'est eux, André, Jean-Marie et Félix, un trio qui représente 4 décennies de développement en France et en Europe. Un trio doté d'un grand sens de l'opportunité. La preuve, Bonduelle s'offre en 1989 la marque au petit lapin et rachète en 2010 France Champignons. Le champignon devient d'ailleurs le 2e légume après le maïs doux. Christophe conduit sous sa présidence l'extension mondiale vers les Amériques. Mais dans la famille Bonduelle, certains n'hésitent pas à renouer avec l'esprit des pionniers pour de nouveaux produits. Je suis François Bonduelle, de la 6e génération, un fils de Jean-Marie. Après avoir fait des études de commerce et technique, j'ai passé 8 ans dans le groupe, surtout dans la partie industrielle, en tant que directeur d'usine et responsable technique.
Et puis j'ai repris cette affaire il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Vostine et qui fait de la production de pousses de soja. Alors au départ, j'ai eu la chance en fait de racheter cette affaire qui était une ancienne filiale de Bonduelle et qui travaillait que pour l'entreprise Bonduelle. Et puis ensuite, j'ai développé mes ventes vers d'autres clients et d'autres marchés. Donc à la fois l'industrie, mais aussi la grande distribution et les grossistes de fruits et légumes. Et aujourd'hui, Bonduelle pèse à peine 15% de mon chiffre d'affaires. Cet esprit entrepreneurial, François Bonduelle le tient de son père Jean-Marie, homme enthousiaste et plein d'énergie. D'ailleurs, lorsque son fils lui confie son désir de s'installer à son compte, il n'a qu'une seule réponse. Fonce. Et voilà, sa réaction était de dire fonce, vas-y, je te suis. Oui, c'est un enthousiasme, mon père. Il a toujours été moteur et plein d'énergie. J'aime bien ce que je fais. Dans mon métier, moi, comme ça pousse en 6 jours, je moissonne tous les jours. Donc au bout de 50 jours, j'ai peut-être pas l'expérience d'un agriculteur qui a fait 50 moissons, donc 50 ans de moissons, mais ça permet d'expérimenter très rapidement. Et comme j'aime bien les choses qui bougent et qui vont vite, je trouve que ce métier me convient bien parce que j'aime bien l'expérimentation, changer, tester, être curieux et observer ce qui se passe. Et ce métier-là me donne l'occasion de le faire. Le soja, ce n'est pas de l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va acheter des graines que l'on va faire germer. Et la particularité, c'est qu'on ne dépend pas de la météo, puisqu'on fait pousser ça dans des bâtiments à l'abri de la lumière, isolés, climatisés. Et le cycle de pousse est très court, puisqu'on va faire germer la graine pendant 6 jours, dans des conditions idéales de température et d'humidité. Ça reste à la base un produit agricole qui est une semence et on dépend de la qualité de cette semence. Je vais faire mes voyages d'achat pendant les périodes de récolte. Je vais en Chine et en Birmanie. À la meilleure période, qui est lorsque la récolte a commencé, pour inspecter les qualités et choisir mes lots de semences là-bas. Donc j'y vais chaque année. C'est une expérience passionnante. C'est le lien que je fais dans mon métier avec le champ. Donc c'est important pour moi d'aller voir les régions, rencontrer les agriculteurs sur place, discuter avec eux et avec les négociants qui travaillent pour moi, pour choisir mes qualités de graines. C'est aussi une expérience que j'apprécie, d'avoir ce lien avec l'agriculture et avec la terre. Cet amour du travail bien fait, de bien faire les choses, d'être en permanence le meilleur sur son secteur, c'est une chose. Des valeurs qui nous sont issues de cette première transformation agro-industrielle qui nous met au contact direct de nos planteurs, de nos agriculteurs, et qui sont ces valeurs de simplicité. C'est une valeur de confiance. C'est la valeur de confiance, c'est quoi ? C'est que quand on s'est tapé dans la main sur quelque chose, c'est pas le contrat écrit derrière qui va compter. On s'est mis d'accord, on était bien d'accord, etc. Et il y a un énorme capital de confiance. C'est une valeur d'ouverture. D'ouverture, ça veut dire rester ouvert au monde, à notre environnement. Le légume est quelque chose qui se consomme depuis des milliers d'années par l'homme. Mais justement, ça fait tellement partie de la culture alimentaire que la façon de le consommer, les types même de légumes ne sont pas les mêmes. Quand je vous dirais que le petit pois consommé par un Français n'est pas le même que celui consommé par un Anglais ou par un Allemand, vous serez peut-être étonné, mais c'est le cas. Donc de s'inscrire dans des cultures alimentaires locales, d'être ouvert à ça et de ne pas vouloir imposer, mais d'être ouvert aussi à plein de choses qui se passent dans notre environnement, les nouvelles technologies, etc. Être le référent du bien-vivre par l'alimentation végétale, certes, mais aussi faire évoluer de manière durable les comportements alimentaires. C'est la mission de la Fondation Louis Bonduelle. Elle récompense chaque année de jeunes chercheurs. Elle encourage la lutte contre l'obésité des adultes, comme celle des enfants, afin qu'ils retiennent bien la leçon dès leur plus jeune âge. On a appris que les légumes, c'était bon dans la santé, ça a donné des forces. Ça fait du bien à la santé, ça fait grandir. Et il faut en manger 5 légumes par jour. Il faut manger 5 fruits par jour. Manger mieux, manger bien, manger sain. Des mots d'ordre pour la communication du groupe, placés sous la responsabilité de Christophe Château.
Une communication particulière quand il s'agit d'une entreprise éponyme, car on ne gère pas simplement la marque, mais le nom. Nous gérons ici la communication du groupe, c'est-à-dire sur l'ensemble géographique où est présent l'entreprise. Un peu plus évidemment en France, puisque nous sommes une entreprise d'origine française, cotée également à la Bourse de Paris. Donc évidemment, la France prend une place un peu particulière dans la communication, mais le but, évidemment, est de développer l'image institutionnelle de Bonduelle partout où elle est présente. Donc oui, c'est important, oui, il faut développer la communication institutionnelle partout dans le monde. Et pour être dans la course comme les autres leaders mondiaux, Bonduelle n'a pas hésité à mettre les voiles dans le vent des globes. Histoire de ne pas naviguer toujours de conserve, sans doute, et de fendre les flots comme le XXIe siècle. La communication maîtrise aussi toutes les nouvelles technologies de l'information. La communication d'un groupe comme Bonduelle, que ce soit un groupe familial ou pas d'ailleurs, suppose l'utilisation de toutes les nouvelles techniques de communication, les réseaux sociaux, le digital, Internet, etc. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous là, dans 5 minutes, avec le directeur général de la Russie pour une conférence téléphonique sur un événement qu'il a organisé récemment. Oui. Donc ce sont des méthodes que l'on utilise assez régulièrement. Bon, il fait quel temps à Moscou ce matin? Écoute, ça va, il fait 6 degrés, 6-7 degrés, mais ils annoncent les températures basses là, pour la fin de la semaine. Dis-moi Guillaume, je t'appelais pour 2 choses. La première, c'était à l'occasion donc de l'anniversaire des 20 ans que tu as organisé à Moscou. Il y a eu une dépêche qui est sortie notamment par l'agence France Presse. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une demande qui est un peu urgente, qui est une demande d'une équipe de télévision française pour France Télévisions, à l'occasion d'un film qu'ils vont réaliser sur la famille Bonduelle, d'aborder avec toi comment comment une entreprise familiale développe une stratégie de développement en dehors de la France et en particulier sur la Russie. Ce jour-là, nous avions beaucoup de questions à poser à Guillaume de Brosse, le gendre de Bruno Bonduelle. Ayant exercé des responsabilités internationales dans la téléphonie mobile, nous voulions savoir comment il était passé du portable aux légumes. En fait, c'est Bonduelle qui est venu à moi. Sous l'impulsion de mon beau-père, c'est mon beau-frère Jérôme qui m'a appelé un jour à Singapour pour me présenter l'idée de rejoindre le groupe. Donc aujourd'hui, je m'occupe de la région qui comprend en fait la Russie, le Kazakhstan, quelques pays d'Asie centrale et la Biélorussie. Donc je suis patron de cette activité-là, qui est une activité essentiellement de conserve et un petit peu de légumes surgelés. On a des produits typiques qu'on fait nulle part ailleurs. Par exemple, ici, c'est une salade, elle s'appelle la salade Olivier, qui est une salade typique russe, en dépit du nom, qui est en fait inspiré d'un personnage français connu à l'époque, je pense, de Catherine II. Des produits, des bocaux typiquement russes. Là, c'est du caviar d'aubergine. Vous avez aussi la gamme Fusion, qui est une gamme plutôt haut de gamme, voilà, pour les produits typiques. Alors aujourd'hui, on a 11 000 hectares qu'on cultive, soit en propre, à peu près 10 000 hectares, soit avec des partenaires. Et on a 2 usines de transformation. Donc tout ça dans la région de Krasnodar, qui est au sud, près de la mer Noire, à la même altitude que Bambou. Богатый, плодородный. Мы работаем с землей каждый день и знаем, нельзя злоупотреблять ее щедростью. Брать и не думать о будущем природы, планеты. Bonduelle vient de fêter le 20e anniversaire de son installation en Russie. Ici, Bonduelle est son propre producteur pour le marché russe. Car c'est là aussi une des grandes particularités de ce géant industriel. Il ne délocalise pas et produit au plus près de son marché de distribution. En 20 ans, Bonduelle a conquis les Russes avec ses valeurs à la fois françaises et familiales. Je crois que surtout ce qui leur plaît, c'est que c'est une entreprise qui est contrôlée par une famille, donc avec une vision et des valeurs fortes, une vision à long terme et des valeurs très fortes. C'est surtout ça, je pense, qu'ils apprécient. Et puis qu'on a une marque
qui leur parle et qui est très forte, avec un taux de notoriété en Russie qui dépasse même celui qu'on a en France. Alors, dernière question, quels sont les personnages qui vous marquent ou qui vous ont marqué dans la famille Bonduelle? En premier lieu, je dirais ma femme, Laure, parce que j'admire sa créativité, le sillon artistique qu'elle développe depuis 15 ans. Puis la deuxième personne, c'est évidemment mon beau-père, Bruno, parce que je suis admiratif de l'énergie et de l'engagement qu'il a mis dans l'entreprise, et depuis qu'il l'a quitté, qu'il met au service de sa région. Bruno Bonduelle, l'un des fils de Pierre, fondateur avec son frère Benoît de la conserverie, a présidé le groupe de 1985 à 1992. Plaisir quotidien du vieil homme, la visite à l'arbre plus que centenaire au fond du jardin. Un amour de la nature hérité des origines terriennes de la famille et des principes de bon sens dans la pure tradition des grandes familles industrielles du Nord. L'argent n'est pas fait pour être caché au fond du jardin, dans un trou, il est fait pour investir. Il n'est pas fait pour être dépensé non plus, parce que c'est des familles qui étaient très proches de leurs gens, très proches de leur famille. C'était pas du tout bling-bling. On partait pas en vacances à Saint-Tropez, c'est pas le style. Hein. Donc, des familles assez austères, qui avaient le sens de l'avenir, le sens des enfants. Donc, on investissait pour les enfants et on développait pour les enfants. Donc, pas de dépenses inutiles, pas d'esbrouf. On sort peu, on vit sobrement. Voilà. Sous la présidence de Bruno Bonduelle, les structures internes évoluent tandis que le groupe poursuit son développement européen, dopé par la chute du mur de Berlin en 1989. C'est aussi l'année où le siège social quitte Étré pour Villeneuve d'Ascq, un siège dont l'architecture s'inspire de la ferme des origines. Bruno Bonduelle aura aussi marqué de son empreinte la vie économique. Il crée et préside notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, un Grand Lille dont il continue de défendre avec acharnement les atouts. Cette région est la plus dense de France, avec près de 400 habitants kilomètre carré, la même densité que la Belgique, quasiment. Alors, pour retrouver la prospérité que nous avions il y a un siècle, eh bien, il faut retenir nos jeunes. Il y a ici des talents extraordinaires. Il faut attirer des jeunes d'Europe, leur faire comprendre qu'ici, à ce carrefour européen exceptionnel, au carrefour des trois civilisations majeures, c'est-à-dire l'anglo-saxonne, la germanique et la latine, on est ici, au cœur de l'Europe, à un carrefour exceptionnel. Si le gendre de Bruno Bonduelle s'occupe de la Russie et de l'Asie centrale, son fils Jérôme, installé au Canada, veille au développement de Bonduelle sur le continent américain. Ce jour-là, Jérôme est exceptionnellement en visite en France. Petit détour chez les parents. Salut. Je ne vois pas. Bon voyage. Oui. Je suis ingénieur de formation. J'ai commencé par travailler dans l'automobile, chez Citroën, pendant quelques années, en production, en contrôle de gestion. J'ai décidé ensuite de reprendre une formation. J'ai fait un MBA, une formation en gestion, donc. J'ai fait ensuite quelques années de conseil. Et je suis entré chez Bonduelle à l'âge de 33 ans. Ensuite, je suis parti diriger une usine dans le frais 4e gamme en Italie, pendant quelques années, à côté de Milan. Je suis ensuite parti diriger le Canada. Bonduelle avait fait une acquisition en 2007. Je suis parti en 2009 m'occuper donc de Bonduelle au Canada pendant 3 ans. Je suis revenu ensuite en France m'occuper de France Champignon, autre acquisition que le groupe avait faite, avant de repartir m'occuper de développement international pour la zone Amérique, basée au Canada, à Montréal. Aujourd'hui, Bonduelle est très présent au Canada et aux États-Unis. Les États-Unis, qui est le plus gros marché du monde pour le légume transformé, on est déjà présent avec 4 usines, mais disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, de la consolidation à laquelle on peut participer. Et puis dans toute l'Amérique latine, qui est un grand marché de 600 millions d'habitants, aujourd'hui, à part le Brésil, où on a une usine depuis quelques années, on est très peu présent. Au Mexique, en Colombie, en Argentine, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas des héritiers qui nous contentons donc de vivre de cet héritage. Il faut vraiment le faire fructifier et travailler.
Ça fait partie des valeurs très fortes de la famille. Oui. La réputation, elle est fondée sur la qualité, oui. Elle est fondée sur une très bonne image de marque qui est à la fois la qualité, à la fois l'innovation. Donc c'est ces deux choses-là. Qualité et innovation, des mots-clés chez Bonduelle pour des objectifs structurés au sein d'un projet visionnaire pour 2025. Nom de code VGGO, Go pour imprimer le mouvement. Les entreprises familiales ont ceci d'extraordinaire, c'est qu'elles permettent de chercher à voir à long terme. Le long terme a beaucoup plus d'importance pour nous que le court terme, c'est la priorité au long terme. Et donc de se projeter loin en se basant sur un actionnariat stable qui ne demandera pas des inflexions stratégiques tous les 5 minutes, etc. Et donc de regarder loin. Et VGGO, c'est le nom de baptême d'une démarche de vision que nous avons entrepris il y a 3 ans maintenant, et pour faire l'effort de ce que nous souhaiterions être en 2025, avec cette particularité qu'il s'agit d'une démarche de vision non pas qui tombe du ciel et qui s'impose à tous, mais bien d'une démarche qui a été co-construite, comme on dit, avec nos 300 principaux cadres dans l'entreprise qui ont contribué à cet effort de vision et qui se traduit en une grande ambition stratégique à l'horizon 2025, qui est d'être le référent mondial du bien vivre par l'alimentation végétale. Végétale, c'est-à-dire pas légumes, plus large que le légume. Et nous sommes déjà, dans certains cas d'ailleurs, en dehors du légume. Quand on fait un taboulé à la marque Bonduelle, que je sache, c'est de la semoule. Je plaisante toujours avec les agronomes pour qu'ils me donnent la définition de ce qu'est un légume. C'est un comble. Bonduelle est le roi du légume mondial, mais on ne sait pas ce que c'est un légume. Il n'y a pas de définition agronomique d'un légume. Vous avez des légumes feuilles, des épinards, des légumes racines qui sont des carottes ou des salsifis, vous avez des légumes fruits comme des haricots verts ou des petits pois. C'est quoi en fait un légume? Et donc tout simplement d'élargir ce spectre au végétal. Donc être le référent sur ce secteur de l'alimentation végétale et en travaillant sur le bien vivre de l'ensemble de notre environnement, consommateur bien sûr compris. Voilà ce que c'est VGGO et dont toute l'entreprise se l'est énormément approprié dès le moment que c'est un travail collectif qui a été fait. Et donc nous travaillons ensemble à cette même ambition. Et pour s'approprier la démarche, une convention en 2012 réunissant cadres et familiaux. Temps fort de cet événement, l'engagement de la famille porté par les enfants de la 7e génération. Et dans le respect de ses valeurs et de son histoire, une entreprise agroalimentaire d'envergure mondiale. We want to be a family of entrepreneurs involved in society and controlling in the long term and in accordance with its value and its history, a world-class food industry company. Nous voulons contribuer à la santé et au bien-être par l'alimentation du plus grand nombre, en nous distinguant par l'utilisation de pratiques agricoles écologiquement intensives et de méthodes industrielles durables. Qu'est-ce que vous a apporté la démarche vision? Si la question vous inspire, et je vous espère qu'elle vous inspire un peu. Et d'autre part, comment voyez-vous le groupe? Jean-Bernard Bonduelle porte le projet de la vision familiale et réunit régulièrement les jeunes pour le suivi du projet VGGO. En fait, la démarche vision aussi, quand on était d'abord considérés comme les jeunes, et puis après pas encore pour certains dans l'entreprise, et pas du tout dans l'entreprise aujourd'hui pour d'autres, de se sentir impliqué aussi. Parce que jusque-là, on ne nous demandait pas trop notre avis sur quoi que ce soit. Et du coup, ça a permis d'impliquer notre génération. Voilà, d'impliquer la 7e génération. Les Bonduelle sont nés Bonduelle, par contre, les collaborateurs ne sont pas nés Bonduelle. Et ils ne sont pas mariés avec l'entreprise, ce qui n'est pas le cas des actionnaires. Or, la valeur de la boîte passe aussi énormément par les collaborateurs. Et du coup, de pouvoir passer du temps à les rencontrer les uns les autres, créer du lien, créer de l'affectif, c'est important, je trouve, dans le développement de ces personnes-là. Nous, les jeunes de la 7e génération, j'adorerais qu'on puisse passer du temps pour comprendre qui fait quoi dans cette boîte et discuter avec, quelles sont leurs craintes de demain. Donc il faut surtout que les collaborateurs familiaux soient le plus possible traités de manière équitable, parce que sinon on risque de perdre des gens d'énormément de valeur dans l'entreprise qui pourraient considérer qu'il y ait des nominations qui sont injustement faites ou des postes auxquels ils n'aient pas accès ou des choses comme ça. Donc c'est toujours un équilibre qui est précaire. La famille toute seule ne fera pas l'entreprise et il sera très dangereux de faire l'entreprise sans collaborateurs familiaux.
Autant ça nous implique et autant ça nous donne des occasions de mieux connaître l'entreprise et de mieux nous connaître. Et nous voulons vraiment continuer à faire perdurer ce qu'ont fait nos grands-parents et arrière-grands-parents et parents. C'est un groupe qui restera familial, et parce que notre génération souhaite que ça reste familial. Benoît Bonduel appartient à cette 7e génération qui contribue au développement de l'entreprise. On le voit ici dans les rayons d'un supermarché en vérification d'exécution d'un contrat sur l'exposition des produits. Alors aujourd'hui, moi je suis responsable de la gestion commerciale pour la France. Donc ça va par exemple de la construction des budgets, donc des budgets commerciaux, marketing, jusqu'au suivi, au pilotage des accords commerciaux et de leur bonne mise en œuvre. Alors ici, nous sommes chez l'un de nos clients et c'est vrai que nous travaillons pour nos consommateurs, mais nous travaillons avec nos clients. Ce qui est sûr, c'est que la génération, ma génération, a clairement envie de s'investir et continuer à développer l'entreprise. Les Benoît, de père en fils sur ces images. La branche des Benoît a souvent excellé dans la gestion, le commerce et le marketing. Benoît, petit-fils du fondateur et frère de l'actuel PDG du groupe, Christophe, a participé à la conquête de l'Europe. Je suis parti vivre en Italie pendant 5 ans, créer Bonduelle Italie. C'était comme vendre du charbon aux Anglais à l'époque. Et donc, après 5 ans, je suis rentré en France pour la direction commerciale de la France. Et entre autres, la refondation, j'allais dire, de Bonduelle et Casgrain, puisque nous avions racheté à cette époque-là la marque Casgrain. Puis, je me suis occupé de toute la partie surgelée du groupe, toute la partie surgelée retail, puis le marketing group. Et puis, depuis l'année 2000, la direction de Bonduelle Développement, c'est-à-dire le développement international du groupe. Ce qui est essentiel, c'est de répondre à l'attente consommateur. Bon, ici, nous sommes en France. Vous voyez bien que l'ensemble des produits sont des produits qu'aime bien le consommateur français. Lorsque nous sommes au Brésil, par exemple, il nous faut vendre ce qu'attend le consommateur brésilien. Et nous avons dans nos gammes de produits du cœur de palmier, qui est un très très gros produit localement. Donc lorsque nous sommes en Italie, nous faisons beaucoup de borlotti, de cannellini, autant de produits qui n'existent pas dans nos gammes françaises. Tout ça pour répondre à la culture locale. Bonduelle possède aussi son propre magasin d'usine, un espace qui lui permet d'expérimenter la relation client. Ce magasin est aussi l'aboutissement d'un concept élaboré par un familial. Pendant 7 ans, j'ai travaillé sur ce projet de développement de vente directe, de démarrage de vente directe pour Bonduelle et qui a pu démarrer réellement en décembre 2010 avec ce premier magasin. C'est un laboratoire marketing pour nos équipes. On a ici, plutôt que faire des études marketing, on a des vrais consommateurs qui viennent acheter des vrais produits, qui vont payer avec des vrais euros et qui vont ensuite pouvoir consommer chez eux rapidement et nous faire un retour s'ils le souhaitent. J'ai intégré Bonduelle en tant qu'employée de magasin au sein du magasin Bonduelle Bienvenue. Puis mon poste a évolué avec le temps et donc je suis devenue chargée de marketing pour le magasin. Puis depuis juin, je suis devenue la responsable du magasin Bonduelle Bienvenue. Et je vois l'avenir de manière très positive parce qu'avec le projet VGGO Vision 2025, on sent que l'entreprise est vraiment motrice et cherche à développer son activité, notamment par la vente directe, ce qui me concerne directement avec le développement de nouveaux canaux de distribution. Et donc, c'est vraiment des projets porteurs, aussi bien pour nous collaborateurs que familiaux. Céline Maillot, fille de Christophe Bonduelle, 7e génération donc, a en charge les nouveaux circuits de distribution. Aux ateliers culinaires à domicile, aux sites internet et aux réseaux sociaux, il faut ajouter le dernier né en matière de distribution, un food truck expérimental. C'est de la restauration rapide, on a des clients qui sont pressés, on doit les servir vite, surtout sous des latitudes où ils n'ont pas forcément envie d'attendre dehors trop longtemps. Mais c'est du fast-food sain. Ça n'empêche pas gourmand. Donc on vend effectivement principalement des recettes à base de légumes, c'est quand même notre positionnement. Par contre, on veut montrer à notre consommateur que c'est bon, que c'est gourmand et que voilà, avec des idées de tous les jours pour varier, pour donner envie. Après, peut-être de refaire les recettes pour faire manger du légume à tout le monde, même aux réfractaires à la maison, les enfants, etc. C'est l'objectif de ce projet. Les femmes au XXIe siècle, chez Bonduelle, s'impliquent autant mais différemment.
Je pense que depuis toujours, elle joue un rôle clé dans l'entreprise. En tant que conjointe, épouse d'abord, soutenir son mari dans sa vie professionnelle, c'était important. Ça l'est toujours aujourd'hui. Avec Marie Delerue-Bricou, on est les 2 premières femmes à devenir collaboratrices aussi, et pas seulement familiales. Et c'est une manière différente de s'impliquer, mais je pense importante aujourd'hui. Bonduelle est cotée en bourse depuis 1998. La famille est majoritaire dans l'actionnariat avec plus de 52% des parts. La famille veille au grain dans tous les sens du terme via un conseil de surveillance qui se réunit régulièrement pour suivre les résultats du groupe. À voir comment on fonctionne et les uns les autres, ça va être très enrichissant parce qu'il a une expérience. Et comme tu disais Daniel, par rapport à la spécificité de notre groupe. Parce qu'en 3 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements, qu'on ne retombe pas un peu. Alors je représente la branche Benoît, donc l'un des 2 frères qui a créé l'entreprise. Et vous Mathieu? Donc moi c'est Pierre, le 2e frère, chronologiquement le premier, mais dans l'entreprise, on ne saurait pas dire lequel est le premier ou le 2e. Ils sont ensemble. Les actionnaires familiaux dans le capital de l'entreprise, c'est à peu près 52%. Et dedans, il y a des actionnaires commandités, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre à la marge des affaires, et il y a les actionnaires commanditaires. Alors le fait que vous représentiez 2 branches différentes, signifie-t-il que les 2 branches ont des intérêts propres? Non, pas du tout. Enfin, Non, tout à fait. En fait, c'est parce qu'on a voulu que les 2 lignées soient représentées au sein du conseil. C'est un peu pour, comment j'allais dire, honorer les sensibilités de chacun. Oui, puis je pense que ça reprend l'histoire des 2 piliers fondateurs et ces 2 familles qui sont restées complètement liées et très en phase. Et d'ailleurs, que ça soit dans les commandités ou dans les commanditaires, vous avez toujours ces 2 branches qui sont ensemble. Ces 2 frères, on est des cousins issus germains, on serait cousins germains, ça serait pareil. On regarde plutôt a posteriori que les choses sont faites dans les règles de l'art. Au niveau de la gestion, au niveau aussi des systèmes de gestion des risques et d'audit interne. Ce qui veut dire que sont exclus de notre rôle la stratégie, et aussi tout ce qui touche l'opérationnel. C'est aussi un rôle qui est basé sur, certes, la surveillance, mais aussi sur la confiance. Et donc ça nous permet aussi, par toute une série de travaux ou de visites, de comprendre comment fonctionne l'entreprise, et donc de créer et de faire perdurer cette relation de confiance qui est entre les membres de la famille, avec cette certitude que l'entreprise est gérée au mieux de la pertinence qu'on attend. Héritier ou hérité, en France, c'est presque un gros mot. On n'aime pas les héritiers, ça ressemble à des rentiers, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont, etc. Bon. En fait, ma conception personnelle, c'est que quand vous héritez du travail de 5 générations avant vous, vous n'avez pas le sentiment de propriété. Vous ne vous sentez même pas le droit d'y toucher. Au mieux d'essayer de contribuer à son embellissement, etc., mais surtout pas d'y toucher. C'est presque une patate chaude que vous recevez et que vous n'avez de cesse d'embellir, d'améliorer et de transmettre à la génération suivante, tellement ce sentiment de propriété n'existe pas. Donc est-ce là une particularité des familles ou des entrepreneurs du Nord? Je ne sais pas, en tout cas c'est très très vrai. Qu'il y a un respect du travail d'avant, qu'il y a cette angoisse d'essayer de faire aussi bien d'apporter sa pierre et surtout de transmettre en bon état à la génération d'après sans même imaginer pouvoir l'aliéner, le réaliser, etc. parce que ça ne nous appartient pas. C'est le travail cumulé de 3, 4, 5, 6 générations. Moi, je suis très confiant pour l'avenir de l'entreprise. Parce qu'on a réussi jusqu'à maintenant à la transmettre de génération en génération dans un bon esprit constructif qui a toujours permis d'aplanir des conflits éventuels, si tant est qu'il y en ait eu. Et étant donné qu'on réussit pour l'instant à se transmettre cet esprit-là et ces valeurs-là, je suis très confiant pour l'avenir de l'entreprise et pour l'avenir de la famille dans l'entreprise. Nous avons eu, à notre génération, une très grande chance.
je pense que c'était le cas des générations précédentes, c'est qu'à un moment donné, nos prédécesseurs nous ont dit « Allez-y, nous vous faisons confiance ». Quand on a réussi à passer quelque part cette volonté de dynamisme et cette volonté d'avancer à des jeunes, ce qui est vraiment notre responsabilité, dans ce cas-là, il faut les laisser faire, et puis c'est eux qui feront l'avenir de l'entreprise, avec les jeunes collaborateurs de l'entreprise.